www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Sébastien. Alors Adeline, tu as découvert le goût du voyage, je crois, à tes 19 ans, lorsque tu es partie vivre un an en Australie pendant tes études, et tu es revenue avec cette envie qui habite beaucoup de voyageurs, à savoir repartir et vivre de nouvelles expériences de voyage. Mais si j'ai bien compris, comme tu ne savais pas trop quelle destination choisir, finalement tu as décidé de partir faire un tour du monde pendant un an. Alors avant que tu nous racontes un peu ton tour du monde, j'aimerais que tu nous expliques comment est née cette envie du voyage en Australie. C'était juste après le lycée en fait et j'avais envie d'apprendre l'anglais tout simplement. Je me disais que l'anglais c'était une porte vers quelque chose de meilleur et du coup voilà, et j'ai décidé de partir à l'étranger. Je suis partie avec le Rotary Club et dans les choix je pouvais donner l'Australie, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'était il y a 20 ans maintenant, donc l'Australie et quand j'ai reçu la lettre me disant que c'était possible, c'était juste énorme quoi. 20 heures d'avion de la France pour un an, c'était dingue. Ouais, j'imagine partir au bout du monde. Alors raconte-nous un peu, c'était quoi la journée type d'une étudiante française en Australie ? Alors j'étais dans un lycée en fait, donc le matin je partais à l'école en uniforme et j'avais cours de 8h à 15h à peu près. Et j'étais dans une ville en bord de mer, en bord de l'océan Pacifique, et du coup les après-midi j'ai passé à la plage. Oui, c'est agréable, effectivement. Il y a pire comme programme. Il y a vraiment des choses qui changent entre l'éducation là-bas en Australie et la France ? Pas mal de choses. En fait, déjà, on choisit ses matières. Donc, il y a des matières fixes qui sont l'anglais, les maths, ça, on n'y touche pas. Mais après, on peut choisir les matières qu'on souhaite. Du coup, j'ai décidé de choisir des matières plutôt sympas. Donc, j'avais art plastique, photographie, anglais, bien sûr. Et puis, j'avais pris français pour donner un petit coup de main aux profs de français. Alors j'imagine que tu as beaucoup progressé en anglais pendant un an ? Ouais. Tu as fait des rencontres aussi ? Oui, alors déjà, moi, le programme que j'ai suivi pour aller là-bas, j'étais dans des familles. Donc, je suis passée par 4 familles, je crois. Et ça, c'est génial parce que déjà, en anglais, on progresse assez vite. On est baigné dedans. Et puis en plus, à l'époque, en Australie, il n'y avait pas beaucoup de Français. Pas beaucoup de voyageurs tout court, c'était assez loin, le voyage était cher. Alors j'imagine ça fait rêver beaucoup d'étudiants de partir étudier en Australie. Quel conseil tu leur donnerais pour bien réussir l'intégration dans ce pays ? C'est assez facile en fait, l'intégration en Australie, parce les Australiens sont tellement conviviaux, tellement gentils que il y a pas de problème. Après, faut aller vers les autres, faut pas rester dans son coin. Et puis après, tu as continué, si j'ai bien compris, à voyager. Et puis un jour, tu t'es dit... D'ailleurs, j'ai noté une citation de Christophe Colomb sur ton blog que j'ai trouvé assez sympa, qui dit « On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va ». C'est cette citation qui t'a décidé à faire un tour du monde ? Je pense que c'était enfoui quelque part en moi et lors d'un voyage en Jordanie. D'accord. En parlant avec un de mes amis, voilà, il me pose la question suivante, si demain tu devais changer de vie, qu'est-ce que tu ferais ? Et je lui ai répondu spontanément, après 2 journées à Petra où on avait marché comme des fous et on était crevés, je lui ai répondu je partirais faire un tour du monde. Et le lendemain, on part dans le Wadi Rum, dans le désert, et on fait une excursion avec 2 Espagnols qui venaient de partir pour un tour du monde. Et là, je me suis dit, c'est un signe du destin, donc faut que je le fasse, quoi. Du rêve à la réalité, comment tu t'es préparé ? Comment on se prépare pour faire un tour du monde d'un an ? Ma première chose, ça a été lors d'un précédent voyage à Bornéo, en Malaisie. J'avais rencontré un couple qui voyageait avec leur fille et qui m'avait conseillé de m'inscrire dans une association qui s'appelle ABM, Aventure du bout du monde, et qui organise des soirées de mise en relation comme ça entre voyageurs.
Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Ta première destination, je crois, c'était l'Inde. Alors l'Inde, ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'y aller et j'ai jamais trouvé personne, pas d'amis pour m'accompagner. L'Inde fait peur. Donc je me suis dit, je fais un tour du monde, c'est vraiment l'occasion d'y aller. Je suis toute seule et c'est pas grave. Comment ça s'est Ouais. passé là-bas? Qu'est-ce que tu as fait en Inde? Alors en Inde, j'ai commencé par l'Inde du Sud, qui est quand même plus facile à voyager. Je suis partie de Chennai, puis je suis redescendue jusqu'à la pointe sud, le Cap Cormoran, et puis remontée par le Kerala avant d'aller visiter le Rajasthan, le Taj Mahal, Varanasi et de monter au Népal. Beaucoup de personnes disent ça, que le Sud est plus accessible pour une première visite que le Nord. Quelle belle rencontre tu as fait là-bas? Comment ça s'est passé justement la rencontre avec les gens? L'Inde, c'est un pays qui peut être envoûtant ou agaçant. Enfin, d'une minute à l'autre, on peut passer de l'amour à la haine dans ce pays. Donc voilà, c'est une perte des repères totale d'aller en Inde. Il faut vraiment suivre son instinct et quand on est invité à boire un thé, à dîner, si on le sent, il faut y aller. On voit tout l'accueil des Indiens et c'est extraordinaire. Et moi, une de mes plus belles rencontres dans ce domaine-là, c'est à Jaipur où j'ai rencontré un monsieur qui vendait des rubis et qui m'a invité à dîner dans sa famille. Il m'avait fait un plat à base de mouton et de poivre, très épicé mais très très bon et j'ai passé une soirée extraordinaire. On va enchaîner toutes tes destinations, il y en a beaucoup. Comment justement tu as choisi tes destinations? Est-ce que tu savais dès le départ où tu allais aller ou c'est venu un petit peu comme ça au feeling? Non, alors j'avais plus ou moins décidé parce que j'ai pris moi un billet tour du monde. Donc je savais à peu près ce que j'allais faire. Alors on va reprendre un peu toutes ces destinations. Moi, il y a une chose qui m'a plu dans ton parcours, c'est l'île de Pâques, parce que moi, je rêve d'y aller. Ouais. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est compliqué d'aller sur l'île de Pâques? Il suffit de prendre un billet pour Santiago et après un vol Santiago-l'île de Pâques. C'est encore 5 heures de vol, je crois. Et l'île de Pâques en tant que telle, c'est une île protégée, il y a beaucoup de touristes? Je crois qu'il y en a environ 35 000 par an. Alors on va reprendre un peu l'Asie. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué en Asie, dans les pays que tu as traversés? Alors moi je suis une grande fan de l'Asie, donc tous m'ont marqué, mais celui qui m'a le plus marqué hormis l'Inde, c'est la Birmanie. Parce que voilà, tout ce qu'on entendait ici, c'était pays fermé. Et en arrivant là-bas, j'ai été complètement déstabilisée parce qu'on arrive à Rangoon et on voit une grosse publicité Omega, on voit des cafés internet partout, on voit un cinéma où il passe le choc des titans. Les gens sont d'un accueil, encore une fois, extraordinaire. Et c'est le pays du sourire, quoi. On dit de la Thaïlande que c'est le pays du sourire, mais pour moi, c'est la Birmanie, le pays du sourire. Ils sont oppressés, ils sont maltraités, et pourtant, voilà, ils sourient. Ils nous sourient tout le temps, en tout cas. C'est... Il y a un endroit que tu conseillerais de voir là-bas particulièrement? Il y a le circuit classique, Lakiné, Mandalay, Bagan. Donc quand même, la moitié de ton tour du monde en Asie. Alors après, tu as pris direction l'Océanie, donc l'Australie, tu connaissais déjà. Alors la Nouvelle-Zélande, par rapport à l'Australie, qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Ce tour du monde, c'était fait pour découvrir des pays que je ne connaissais pas. Mais en Inde, j'avais voyagé 3 semaines avec des Néo-Zélandais. Et du coup, je savais que j'allais les retrouver et ça, c'était génial. Donc j'ai passé mes 10 premiers jours dans l'île du Sud. Et puis, je suis allée les rejoindre à Wellington au bout de 10-15 jours. Et là, j'ai rien vu de l'île du Nord parce que je suis restée avec eux tout le temps. C'était chouette de retrouver une vie sociale, de s'appeler, de sortir. Ça a Voilà. été... Oui, tu étais déjà à mi-parcours de ton tour du monde à ce moment-là, à peu près, hein, c'est ça? Ouais, j'étais à mi-parcours, ouais. Ouais, donc ça faisait du bien peut-être de retrouver des repères de la vie Ouais. sociale de tous les jours que tu connaissais auparavant. Est-ce que tu as vécu des moments un peu plus difficiles, enfin un moment de galère, des choses qui t'est arrivé qui n'étaient pas forcément très agréables? Moi, j'en ai eu un gros qui était à mon arrivée en Amérique du Sud, où voilà, moi je parlais pas espagnol. L'Amérique du Sud, c'était un continent que je ne connaissais pas, dont
j'avais entendu beaucoup de choses et ce qui ressortait le plus, c'était le danger, les agressions, les vols, tout ça. Donc, quand on voyage tout seul, on a un petit peu d'appréhension sur tout ça. Et puis, j'ai eu des copines par Skype qui m'ont dit « Mais t'inquiète, t'en es à 8 mois de voyage, c'est normal, ça va passer. » www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors justement, donc tu arrives au Chili, tu repars sur l'île de Pâques. Qu'est-ce que tu as vu On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as vu particulièrement sur l'île de Pâques? Tu y es resté combien de temps? Alors, je suis restée 5 jours. En fait, l'île n'est pas très grande. C'est sympa d'aller se promener dans les volcans, dans les divers lieux où il y a les plateformes de Moai. Et puis après, il y a plein de trucs. Il y a des balades à cheval à faire. On peut parcourir l'île en vélo. Alors moi, j'ai pas fait tout ça, mais je regrette de ne pas l'avoir fait en fait. D'accord. Bah, ça sera peut-être l'occasion une prochaine fois de retourner sur l'île de Pâques. Tu es revenu après, je crois. C'est au Pérou, c'est ça? Quand tu es revenu sur de l'île de Pâques, je suis repassée au Chili. Au Chili. Là, j'ai fait le désert d'Atacama et Valparaiso avant de monter au Pérou, effectivement. Le désert d'Atacama, c'est un désert très très aride et c'est assez chouette, quoi. Il y a des geysers, il y a des cactus. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans cette région de l'Amérique du Sud? Le Pérou, c'était un de mes incontournables parce que régénération années 70, forcément les mystérieuses cités d'or, ça marque. Eh oui. Et donc, je commençais par survoler les lignes de Nazca, après Arequipa et le canyon de la Colca, et puis après Puno et le lac Titicaca, et puis toute la vallée sacrée. Alors à ce stade du voyage, quand tu étais au Pérou, qu'est-ce que tu t'es dit qu'il fallait absolument que tu vois avant de revenir en France? Alors j'avais le désert de sel en Bolivie. Ouais. Et je voulais voir l'Amazonie aussi en Bolivie, parce que la Bolivie, on la connaît sous le visage des Andes, la vie en altitude, la vie rude, mais on ne connaît pas la Bolivie côté Amazonie. Et puis, j'avais envie d'aller à Ushuaia. Mais par contre, je conseille vraiment à ceux qui veulent aller à Ushuaia d'y aller par la terre et pas par les airs. Parce que y aller par la terre, c'est vraiment prendre conscience de l'éloignement de ce bout de terre argentine. Déjà, on traverse la terre de feu, ça c'est quelque chose de magnifique. Mais en plus, c'est passer 2 frontières, parce que pour arriver de l'Argentine à ce bout d'Argentine, on est obligé de traverser le Chili. Voilà, c'est vraiment un vrai voyage d'y arriver par la terre. On arrive au bout de ton voyage. Comment ça s'est passé? Parce qu'on ne parle jamais des retours de voyage, mais quand on arrive au bout de son périple, après, il faut revenir en France. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une transition à faire. Quand on a vécu comme ça 1 an, j'imagine, avec le sac à dos, dans une optique de voir la vie complètement différemment de ce qu'on la voyait avant, est-ce que c'est pas dur de revenir en France? C'est très dur. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Et en plus, j'ai fait quelque chose que je déconseille à tous ceux qui veulent partir, c'est de rentrer pour Noël. On prend une claque énorme parce que pendant 1 an, on vit avec pas grand-chose. Nos seules dépenses, c'est pour se loger et se nourrir, en gros, et puis les quelques excursions qu'on fait à droite à gauche, et on rentre pour Noël, et là c'est la société de consommation qui nous prend. Ça a été terrible pour moi. Et puis débarquer dans le métro à Paris et voir tout ce on veut pas voir sur les Français. On nous dit quand on voyage qu'on est arrogant. www.mixcity.fm Mix City Radio. Moi, il y a une chose qui m'a surpris dans ton parcours, c'est que tu as fait un blog, alors ça, beaucoup de voyageurs en font, qui s'appelle, je crois, voyage, etc.fr. Et j'ai vu que tu avais écrit beaucoup d'articles. Alors, comment tu es arrivé à alimenter ton blog pendant près d'1 an? Est-ce que ça ne demande pas justement beaucoup d'énergie, alors que j'imagine il en faut pas mal pour s'organiser, se déplacer? Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'étais partie avec mon matériel, j'avais un petit ordinateur. J'ai beaucoup écrit sur l'Inde, parce que c'était le début et que
En Inde, j'étais pas mal toute seule. J'ai pas trop rencontré de voyageurs, notamment dans le sud. Donc, c'était aussi une occupation que d'écrire mon blog. Mais après, si on prend la suite de mon voyage, j'ai beaucoup moins écrit. Parce que voilà, je voulais pas que ça mange sur mon voyage. En tout cas, quand on lit ton blog, on voit quand même qu'il y a beaucoup de destinations que tu as parcourues en long, en large, avec de belles images, de belles photos. Je rappelle l'adresse de ton blog, ou si tu veux la répéter, c'est voyage au pluriel, etc. Donc etc.fr, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc on mettra le lien de toute manière sur le site de Mix City Radio. Et puis, si tu repars, n'hésite surtout pas à nous recontacter. On sera très heureux de t'interviewer à nouveau. Et en attendant, on te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée à toi aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Adeline et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm Mix City Radio.